Najat Vallaud-Belkacem. Quel honneur de vous avoir. Merci beaucoup. Cap Radio, pour nous parler un peu, si vous voulez bien, sur votre participation dans cet événement international. Oui, Atlantic Dialogue, c'est pas la première édition. Hein. Ça fait déjà quelques années que ça existe et que ça rayonne de plus en plus. Je crois que c'est un moment important pour faire discuter ensemble des gens qui viennent de plusieurs continents. Tous les continents sont représentés sur les grands défis de notre temps. Donc ça peut aussi bien être la transition énergétique que les problèmes liés à la démocratie ou la culture. Et moi, demain, je serai amenée à intervenir justement sur ce que traversent nos démocraties partout, sur tous les continents, c'est-à-dire la méfiance des citoyens, la désinformation, le populisme et la façon dont finalement on peut répondre à cela. Parce qu'on ne va pas quand même juste observer ça et puis baisser les bras. Il y a une énorme problématique et on le voit à l'aune, y compris d'élections américaines ou dans d'autres endroits du monde qui nous inquiètent beaucoup, où on se dit mais finalement, si la politique n'inspire plus confiance, ce sont toujours ceux qui joueront le plus avec les nouvelles armes de la désinformation, de l'agressivité, de la surpolarisation qui l'emporteront. Et si on est attaché à un monde de paix, un monde de dialogue, eh bien, on doit pouvoir trouver des solutions. La table ronde à laquelle je participerai demain, justement, va permettre de s'interroger aussi bien sur le continent africain, sur le continent latino-américain, sur le continent européen, sur ce que les uns et les autres ont testé et qu'on pourrait peut-être mettre en commun pour améliorer nos démocraties. Est-ce que vous croyez que le Maroc a un rôle à jouer dans ce contexte international qui devient de plus en plus très compliqué, vu la conjoncture actuelle, vu qu'on est en train de vivre, je pense, une nouvelle géopolitique? Je pense que le Maroc, honnêtement, est parfaitement légitime pour contribuer à la réflexion mondiale sur ce qui est en train de se passer et comment faire en sorte de ne pas en pâtir totalement. Parce que le Maroc est lui-même dans un continent qui est confronté à de très nombreux défis et quand on regarde la façon dont il s'en est sorti, lui, déjà personnellement, ce pays, ces dernières années, on ne peut que être frappé par le fait qu'il s'en est bien sorti, vraiment bien sorti. Il s'en est bien sorti économiquement, socialement. Alors je ne dis pas que tous les problèmes sont résolus, on le sait bien, on connaît aussi les inéquités territoriales au Maroc, mais quand même, quand vous traversez une ville comme Rabat, quand vous traversez une ville comme Tanger, vous vous rendez bien compte de tout ce qui a été fait ces dernières années et qui a fait passer le Maroc clairement à un cap supérieur, d'évidence, qui est reconnu mondialement, je crois, sincèrement. Un pays qui a aussi su ces dernières années, y compris apporter des réponses à des mouvements de société qui sont importants. La réforme de la Moudawana, dont il est à nouveau question aujourd'hui, en espérant qu'elle puisse vraiment répondre à toutes les problématiques. La réforme de la Constitution, au moment où justement les peuples demandaient davantage de liberté de droit ou de droit d'expression. Franchement, quand vous comparez encore une fois à l'échelle des pays arabes ou du continent africain, vous vous dites, Maroc a quand même très très bien géré tout ça. Et même cette crise qu'on a vécue récemment, qui est la crise du Covid, où beaucoup de pays ont été complètement démunis, très difficile d'anticiper, de gérer, de mobiliser sa population, le Maroc a été salué pour tout ça aussi. Et c'était l'un des pays où le plus vite, non seulement on a eu des masques, on a eu des vaccins, mais aussi on a vu, d'ailleurs pas simplement à l'échelle marocaine mais à l'échelle mondiale, des chercheurs marocains de très grande qualité qui ont contribué à la réponse au Covid. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, le Maroc est non seulement un acteur majeur du continent africain et d'ailleurs il a très bien fait de rejoindre à nouveau l'Union africaine qu'il avait quittée il y a quelques années.
Mais en plus, au-delà du continent africain, c'est un acteur majeur du multilatéralisme, d'une certaine façon, de la relation entre tous les continents et tous les pays. Et c'est pour ça que je me suis réjouie beaucoup que la relation qui avait l'air d'être un petit peu affaiblie entre la France et le Maroc se soit enfin rétablie. Parce que c'est absurde d'avoir une telle relation quand on sait que la France, qui est mon pays aussi, aspire à jouer un rôle majeur en Europe, quelque part de leader en quelque sorte, en tout cas c'est ce qu'elle souhaite. Le Maroc, de fait, joue ce rôle-là en Afrique. C'est quand même un peu idiot que les deux pays majeurs du coup de ces deux continents ne se parlent pas. Donc les choses sont rétablies aujourd'hui et je m'en réjouis. Et je pense qu'il y a quelque chose pour ce pays à tirer de ce qui fait sa singularité, c'est-à-dire à la fois cette inscription dans le présent, ces réformes dont j'ai parlé, cette modernité, cette ouverture économique, et en même temps son ADN, son héritage, son patrimoine culturel, sociétal, ses valeurs, ses traditions, son hospitalité. Moi, pour vraiment beaucoup avoir voyagé dans le monde ces dernières années, en fait, je me rends compte que, par exemple, cette notion d'hospitalité, c'est pas si évident, elle n'est pas si évidente partout. Ici, on l'apprend comme une évidence, mais c'est pas forcément le cas ailleurs. Donc, je pense qu'il faut vraiment beaucoup miser là-dessus. Donc voilà, donc fort de ce patrimoine et de cet héritage et de sa capacité à répondre aux défis du présent, je pense que le Maroc peut jouer un rôle très important, pas seulement à l'échelle continentale africaine, mais aussi mondiale. Et donc les Atlantic Dialogues, c'est une des illustrations, tout comme l'UM6P d'ailleurs dans laquelle on est, c'est une autre des illustrations de cette force et de ce rayonnement qui s'assume, voilà, et qui même invite des interlocuteurs de continents différents à dialoguer ensemble ici. Et je trouve que c'est assez plaisant finalement de voir ça. Vous étiez ministre de l'Éducation nationale pendant des années. Est-ce que vous croyez que vu le discours d'islamophobie, de haine et de discrimination envers les Français d'origine étrangère, est-ce que ça impacte en quelque chose la situation des Marocains notamment, qui sont bien installés, bien intégrés en France? D'abord, je voudrais dire que en fait, la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que oui, bien sûr qu'il y a des expressions d'hostilité à l'égard des personnes d'origine étrangère dans toutes nos grandes démocraties européennes, américaines, précisément pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la montée des populismes. En fait, c'est quoi un populisme ? C'est une force politique qui, n'ayant pas vraiment de solution pour régler les problèmes réels, détourne l'attention des citoyens sur un bouc émissaire. Elle se cherche un bouc émissaire, voilà, elle le trouve, et c'est tellement facile de viser les étrangers, en l'occurrence, quand on cherche des boucs émissaires. Donc, beaucoup de nos pays, en tout cas, sont traversés par ces forces populistes, cette hostilité à l'égard des étrangers. Mais en même temps, il ne faut pas croire que ça résume toutes ces sociétés-là. Dans ces sociétés-là, il y a aussi, en parallèle, en même temps, une ouverture plus grande qu'il n'y a jamais eu avant. Le nombre de mariages mixtes, le nombre de gens d'origine étrangère qui accèdent à des responsabilités. Il y a des choses qui paraissent beaucoup plus normales aujourd'hui qu'autrefois, et il faut en avoir conscience. Et donc, j'ai envie de dire, la bonne réponse, me semble-t-il, à apporter à cela, c'est, quand on est attaqué comme personne d'origine étrangère, c'est tout à la fois de ne pas laisser passer, de porter l'affaire en justice pour diffamation, des choses comme ça, de dénoncer, mais en même temps de ne pas tomber dans le piège du coup de généraliser et de croire que tous les gens face à vous sont vos ennemis. Et ça, c'est un piège dans lequel on tombe facilement, parce que quand on est vulnérabilisé, qu'on se sent attaqué, etc., on n'a pas le temps de bien réfléchir avec lucidité et d'analyser. Mais voilà, moi, en tout cas, c'est un conseil que je passe, parce que vraiment, je pense que l'essentiel de la population, en fait, n'a
aucun problème avec vous, au contraire, et même plutôt désireuse de vous voir justement, surtout quand elle a l'occasion de constater que des gens justement sont parfaitement intégrés, font partie de la société, etc. C'est plutôt des images positives pour la France, les Français. Donc voilà, donc il faut se souvenir de ça et il ne faut pas laisser les marchands de haine l'emporter finalement. En tout cas, merci. Merci à vous.